Bonjour à tous, ici Pauline et vous écoutez Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des températures pas tout à fait automnales, mais qui n'empêchent pas pour autant de déguster un petit whisky au coin du feu. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur les NAS, NAS, ces whiskies sans âge, donc NAS pour No Age Statement. Alors, je sais que Baudouin vous en avait déjà parlé dans l'épisode 15, qui est consacré à l'âge du whisky, mais aujourd'hui je vais juste faire un petit complément sur le sujet. Alors, quelle est l'origine des NAS ? Tout commence dans les années 2000, une véritable frénésie eut lieu dans le monde du whisky pour les bouteilles affichant un âge avancé. Car dans la tête des consommateurs, enfin une bonne partie d'entre eux, âge avancé est synonyme de bon goût, vieillesse rime avec qualité. Beaucoup de distilleries avaient fondé toute leur ligne marketing sur cet argument, donc quand les stocks du whisky vieillis vinrent à manquer, ils ne surent pas vraiment quoi faire. Vendre un whisky bien plus jeune et donc renoncer à leur principal argument de vente, quitte à baisser dans l'estime du public ? Non, mauvaise idée. Les distilleries eurent donc une bien meilleure idée. Arrêter tout simplement la mention d'âge sur leurs bouteilles en créant une édition limitée qui nécessiterait le brassage de jeunes et vieux whisky ensemble, créé par un master blender. Alors ici, il faut comprendre que c'est un maître mélangeur, une sorte de Cyril Lignac du whisky. Ce mélange de whisky plus jeune avec des maltes plus anciens explique donc l'absence de déclaration d'âge. Si vous y ajoutez un nom un peu gaélique qui claque, une dose de marketing et paf, le tour était joué. Du pur génie. Alors vu sous cet angle, on a un peu l'impression de s'être fait rouler, mais rassurez-vous, les NAS ne sont pas pour autant une arnaque. Car on s'est rendu compte par la suite qu'on pouvait obtenir un résultat magnifique à partir de whisky pas forcément incroyables, mais qui, ajoutés les uns aux autres, parviennent à s'assembler à la perfection et créent un whisky bien meilleur que la somme de ses parties. Je vais prendre pour exemple deux belles bouteilles qui sont Origine Aberlour et Ardbeg Corrie Vrekan, qui toutes les deux sont le fruit d'une combinaison entre un jeune whisky très fougueux, très puissant, et un whisky plus âgé, plus sophistiqué et donc plus doux. Les whiskies tourbés supportent très bien la jeunesse, ce n'est pas un hasard si les meilleurs des NAS proviennent presque tous de la fameuse île d'Ayla. Les NAS sont donc la réponse des distilleries pour gérer les stocks plus facilement quand il y a des trous et des pénuries. Ils permettent à une nouvelle génération de whisky de voir le jour, sans la pression du nombre d'années sur la bouteille. En fait, c'est une carte blanche pour utiliser de jeunes whiskys dont la fraîcheur, la vivacité et certains arômes seraient irrémédiablement perdus avec le boisé de l'âge. Donc beaucoup de distillateurs sont séduits par la liberté qu'offrent les NAS, avec un affranchissement de l'âge. Souvent, on juge un whisky à travers le prisme de l'âge, mais comme le dit si bien Ronnie Cox, qui est un expert du whisky, l'âge seul ne permet jamais de juger un whisky. C'est comme si vous rédigiez votre CV en indiquant uniquement votre âge dessus, sans rien dire de votre expérience. Le type de chêne et la qualité des fûts utilisés pour la maturation sont des critères bien plus importants. En revanche, on pourrait dire que les NAS, en chassant la mention d'âge, privent les consommateurs de whisky d'un indice assez important sur la bouteille et sur les attentes qu'ils peuvent avoir à la dégustation. On peut donc leur reprocher de nous priver de choisir en pleine connaissance de cause, le choix n'étant pas vraiment éclairé, et ça c'est un peu dommage. Alors je vais terminer ce podcast avec quelques considérations complémentaires sur l'impact de l'âge sur le whisky. Donc vous l'aurez compris, les 3 premières années de vieillissement sont décisives, l'amélioration du malt est certain sur cette tranche de durée. Elles sont d'ailleurs obligatoires pour qu'un whisky puisse être considéré comme tel, je le rappelle. On dit que l'amélioration du whisky de 10 à 15 ans d'âge est assez fiable. En revanche, l'amélioration de 20 à 40 ans est très incertaine. Donc un whisky très vieux n'est pas forcément excellent. Et certains whiskys sont bien meilleurs jeunes. Par exemple, beaucoup de bourbons sont imbuvables après 20 ans de vieillissement à cause des fûts de chêne neufs et des températures de stockage. J'ai lu d'ailleurs que les whiskies tourbés perdent significativement en puissance de fumée après 16 à 18 ans. Ils changent vraiment, c'est pas pour autant qu'ils deviennent mauvais, c'est juste que le goût est vraiment différent et il s'affadit un peu. J'ai également lu que les fûts de finition, qui sont imprégnés de leur ancien liquide, sont responsables d'un gommage des subtilités du whisky si on l'y laisse trop longtemps, pendant plus d'1 ou 2 ans. Je vais vous laisser sur une citation d'une journaliste que j'ai trouvée assez belle.
Retenez donc que peu importe qu'il ait 3 ou 30 ans, si vous appréciez le whisky que vous vous servez. Peu importe qu'il reste muet sur son âge si sa qualité ne vous déçoit pas, si son prix est justifié, si son âme vous touche, si sa démarche vous surprend ou si son audace vous bouscule. Voilà, j'espère que ce complément de l'épisode 15 vous aura plu. Alors, il ne faut pas hésiter à aller le réécouter pour avoir une vision plus élargie sur l'âge du whisky. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode avec Baudouin. Je vous souhaite une très bonne semaine avec un Scotchable.